Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle catégorie de vidéos, catégorie que j'avais annoncée dans ma dernière vidéo disponible sur ma chaîne que je vous mets juste ici. Il s'agit des vidéos Justice pour. En effet, je suis régulièrement contactée par des familles qui ont vécu un drame, qui ont perdu un proche et qui se sentent abandonnées par la justice devant des éléments pourtant plus que troublants et qui méritent qu'on s'y attarde. Ces familles, tout comme les familles des disparus avec qui je suis en contact, attendent des réponses, mènent leur bataille seules et demandent justice. Aujourd'hui, c'est Agnès, la mère de Pierre Guéprat, qui demande justice pour son fils, décédé dans des conditions très suspectes en novembre 2017. On se retrouve juste après ça. Je préfère mettre en garde pour cette vidéo quand même parce qu'on va parler de beaucoup d'éléments autour d'une mort violente. Je vais pour cela illustrer mes propos avec des photos qui m'ont été confiées par Agnès, donc la mère de Pierre. Bien évidemment, je vais faire en sorte de flouter ce qu'il faut flouter, mais pour moi il est très important que vous compreniez pourquoi il y a des éléments troublants, quels sont ces éléments troublants et pourquoi aujourd'hui on se pose encore toutes ces questions. Donc je préfère vous prévenir pour les plus sensibles. Ce n'est pas la première fois que des youtubeuses ont évoqué le cas de Pierre Guéprat. En effet, deux autres youtubeuses que je pense que vous connaissez ont parlé de ce dossier tragique, notamment Victoria Charlton et Phoenixia. Ça fait quelques années maintenant et depuis il y a quand même eu pas mal de mises à jour. Agnès et moi on a vraiment beaucoup échangé, mais échangé sur les mises à jour du dossier et la direction dans laquelle j'allais amener cette vidéo. J'ai moins évoqué avec elle les détails de la vie de Pierre, qui il était, son tempérament, même si évidemment on l'a évoqué. C'est pour cela que, exceptionnellement, parce que d'habitude je le fais jamais, j'ai regardé la vidéo Le travail de Phoenixia et j'ai pioché pas mal d'informations sur qui était Pierre et ce qu'il faisait grâce à son travail. Donc je vous mets sa vidéo en description si vous voulez aller la consulter. Sinon, toutes les informations que je vais vous apporter dans cette vidéo m'ont été fournies par Agnès, donc la mère de Pierre. Ici, je vais vous retranscrire le fruit de son enquête, de son travail acharné depuis toutes ces années. Donc il se peut qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des choses mal interprétées, qu'il y ait des détails qui des fois ne soient peut-être pas pertinents dans le dossier. Mais moi aujourd'hui, je suis là comme messagère pour faire porter la voix d'Agnès aux personnes qui doivent l'entendre. J'utilise ma plateforme pour lui permettre de s'exprimer et également de mettre en lumière certaines choses assez troublantes. Donc j'aimerais, avant de rentrer dans l'horreur, vous parler quand même de qui était Pierre Guéprat. Pierre était un jeune homme de 20 ans au moment des faits. Il est né le 9 mai 1997 en Normandie et il habite avec sa famille à Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui est une petite commune de moins de 6000 habitants située dans le département de la Manche. Dès sa naissance, Pierre est confronté à des difficultés. Difficultés pour s'alimenter, dues à une allergie au lait, puis difficultés dues à une maladie génétique, dues à une translocation chromosomique. À cause de cela, Pierre présentait donc des troubles du langage, ou aphasie. Il a également quelques problèmes de motricité et une force physique diminuée. Par exemple, il n'arrivait pas à lasser correctement ses chaussures par manque de dextérité. Comme on peut le voir sur les photos de Pierre, il était en effet très mince et pesait environ 40 kg pour 1m74-75 environ. Par contre, Pierre ne présentait aucun handicap mental et ne présentait pas de syndrome d'Asperger. Il était pas mal autonome sur plusieurs autres aspects, mais au-delà de ça, Pierre, il a eu une très belle enfance. Il est entouré de sa mère Agnès, qu'il aime plus que tout, qui est d'origine polonaise, de son père André et de sa sœur Léa, qui est plus âgée que Pierre d'1 an et de qui il ne se séparait jamais.
C'était comme des jumeaux. Il sourit énormément, il aime les animaux et les balades dans la nature avec sa famille. Agnès avait également une autre fille, Nathalie, dans la trentaine, d'une première union. Elle est atteinte d'un handicap mental et physique et elle était soutenue par Pierre qui aimait prendre soin d'elle. Car oui, Pierre était un jeune homme qui aimait prendre soin des autres, bien que la vie, et surtout les autres, n'aient pas toujours été cléments avec lui. En effet, il se fait harceler dans la première école qu'il fréquente par ses camarades. Pire encore, il se fait même maltraiter par son institutrice. Suite à une concertation médicale, il va changer d'école et intégrer une école pour sourds et malentendants, bien que lui n'était ni l'un ni l'autre. Il était même resté là-bas plusieurs mois en internat. Ça se passait beaucoup mieux, il avait réussi à se faire des amis et en plus il adorait s'en occuper. Et on sait qu'il aimait pas l'injustice, donc il prenait énormément la défense de ses camarades lorsqu'il en percevait une. À côté de ça, Pierre avait des passions. Par exemple, il était passionné, il adorait la couleur jaune. Il aimait également la nature, les animaux, il aimait passer du temps dehors. Il avait également développé en grandissant une passion pour les engins agricoles et plus précisément les tracteurs. Il aimait comprendre le fonctionnement des choses en général. En 2014, alors qu'il a 17 ans, il termine sa scolarité et décide d'aider ses parents dans leurs différentes entreprises. Agnès avait ouvert un magasin, la Petite Confiturerie à Courtils, à une trentaine de minutes à l'ouest de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Et par la suite, comme ça marchait bien, elle a ouvert un restaurant à la même adresse. En 2017, donc année des faits, André, le père de Pierre, ouvre un garage. Donc Pierre, lui, était vraiment intéressé par la mécanique, comme vous l'avez compris. Il allait donc souvent aider son père au garage et il aimait bien observer les personnes qui y travaillaient. D'ailleurs, il était tellement intéressé par la mécanique et les tracteurs qu'il avait imprimé des notices de tracteurs pour comprendre leur fonctionnement. Il s'arrêtait dès qu'il en voyait un, il le prenait en photo. Il jouait également à un jeu qui s'appelle Farming Simulator, comme on peut le deviner sur sa page Facebook, donc tout en rapport avec la ferme, les tracteurs, la mécanique. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup aider les autres, donc il aidait ses voisins, les voisins du quartier résidentiel à Viré où il habitait, en se proposant pour faire des petits travaux. En fait, il aimait se rendre utile. Avant sa disparition, il était vraiment heureux. En effet, il avait accès à son propre petit bureau dans le garage de son père. Il avait même acheté sur internet un appareil pour diagnostiquer les voitures. À côté, il va s'abonner à 2 magazines donc qui reflètent bien sa personnalité. Le premier, c'est 30 millions d'amis, il adorait les animaux, et Auto Plus pour la mécanique et les voitures. Bref, quand on décrit la vie de Pierre, c'est une vie simple, paisible, a priori sans ombre au tableau. On arrive la veille du drame, soit le dimanche 19 novembre 2017. Pierre passe la journée avec sa mère à discuter, notamment de son nouveau bureau, rigoler, cuisiner. Il en profite pour lui parler de plusieurs projets qu'il a en tête, notamment celui d'acheter un nouvel ordinateur plus puissant que celui qu'il a, en partie grâce à la revente de son ancien ordinateur. Il lui parle aussi de son projet d'adopter un chien dans un refuge. D'ailleurs, sa mère et lui conviennent d'aller le voir ensemble, ce chien, dès le lendemain, dans l'après-midi, soit le lundi 20 novembre 2017. Elle lui dit ne viens pas les mains vides, quand on va aller voir le chien, il faudrait que tu aies déjà acheté un collier et une laisse pour qu'il puisse les sentir et se familiariser avec ces objets. Et donc elle lui dit, avant qu'on y aille, achète ce collier et cette laisse. Donc ce soir-là, Pierre repart avec son père pour dormir à la maison familiale après avoir dîné au restaurant d'Agnès, tandis que cette dernière va rester dormir à son appartement situé juste au-dessus de son restaurant. Elle y dort quelques fois pour être plus rapidement sur place le lendemain. Le soir même, Pierre va appeler plusieurs fois sa mère, il est un peu excité, il a plein de choses en tête, le chien, le nouveau bureau. D'ailleurs, il va lui dire maman, j'ai oublié quelques affaires, n'hésite pas à me les ramener le lendemain, et aussi n'hésite pas à faire le double des clés que je t'ai demandé, les clés de mon bureau au garage de papa. Une conversation tout à fait normale. Il avait d'ailleurs hâte de lui montrer dès le lendemain son bureau. Mais lui, il était bien parti avec des vêtements de rechange, des vêtements propres donc, son ordinateur, des câbles qui étaient associés à l'ordinateur et ses affaires pour aménager son bureau. Entre autres, il avait du papier pour TPE, pour imprimante et sa machine à café.
On est le lendemain matin, soit le lundi 20 novembre 2017. Pierre et son père petit déjeunent ensemble, comme à leur habitude, à un bar-restaurant tenu par un ami d'André, donc du père de Pierre, à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Pierre demande à ce moment-là une vingtaine d'euros à son père. Il lui dit c'est une surprise, c'est pour acheter quelque chose. Il n'avait pas dit à son père que c'était pour acheter finalement la laisse et le collier de son futur chien. Je pense qu'il voulait en faire une surprise auprès de son père. Pendant ce petit déjeuner, il va s'absenter un petit moment pour rendre visite à une professeure dans une école de musique qui est située juste en face, dans le bâtiment en face de là où il était. À ce moment-là, elle donnait cours à des élèves. Il était tout content, tout excité de lui parler de son garage. Et il lui disait même que si elle pouvait mettre sa voiture au garage, ce serait avec plaisir qu'il s'en occuperait. D'ailleurs, il y a une lettre de cette professeure de musique qu'elle a écrite à la main et qu'elle a signée. Donc elle est importante et je vais vous la citer. J'ai reçu la visite du jeune Pierre Guéprat le lundi matin vers 9h15. Ce jour, Pierre est entré dans mon local professionnel comme il avait l'habitude de le faire assez souvent. Il était tout à fait serein, d'humeur enjouée, fier de me raconter ce qu'il allait faire avec son père, l'achat du garage, l'aménagement et surtout les réparations mécaniques qu'il projetait de faire. Il est resté environ 10 minutes dans la salle de cours et comme un élève adulte attendait, je lui ai dit au revoir et surtout à bientôt. Pierre est reparti naturellement vers le bas de la rue. Elle dira même se rappeler que son sac à dos à Pierre et toutes ses poches étaient remplies au maximum. Il était vraiment chargé à ce moment-là. Pierre, après cette visite assez succincte, est retourné voir son père qui était au bar-restaurant. Puis ensuite, il est allé à son nouveau bureau au garage pour installer son nouveau lieu de travail, pour installer sa machine à café, le papier, les petites choses sur son bureau. Ensuite, Pierre va repartir pour rentrer chez lui avec son sac à dos qui contenait pas mal de choses. Il était vraiment rempli, hein. On peut y retrouver notamment son ordinateur qu'il souhaitait revendre et beaucoup de documents imprimés. Il avait également sur lui dans ses poches, entre autres une clé USB, une clé mécanique, un tournevis. Il avait évidemment son portable personnel sur lui, son iPhone et un portable professionnel. Il part donc du garage à vélo. Il connaissait bien le code de la route, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Puis il avait l'habitude d'utiliser son vélo et quand il prenait son vélo, il se protégeait. Donc il portait un casque. Ce départ se déroule vers 11h. Il passe dans un magasin à Point Vert, un magasin de jardinerie avec en vente des accessoires pour animaux. Et aujourd'hui, ce magasin n'existe plus, c'est devenu lamaison.fr. Donc il va acheter à l'aide d'une vendeuse qui va le conseiller un collier et une laisse. Ce fameux collier, cette fameuse laisse pour son potentiel nouveau chien qu'il devrait rencontrer l'après-midi. À ce moment-là, donc, il reprend son vélo pour retourner à son domicile. Comme il en a l'habitude, on imagine qu'il passe un peu de temps pour observer les tracteurs jaunes de l'entreprise juste à côté de cette jardinerie. À 11h20, il est aperçu rue de la Vieille Garde. C'est juste à côté de la gendarmerie de Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est une gendarme qui dira avoir croisé Pierre à ce niveau-là vers 11h20. En effet, c'est un horaire assez précis, mais c'est normal parce que c'est à cet horaire précis que plusieurs gendarmes prennent leur véhicule pour réaliser leur patrouille journalière. Ce témoignage est assez troublant parce que la version de la gendarme a changé. En effet, au tout départ, elle explique qu'ils l'ont croisé à ce niveau-là, que Pierre roulait à contresens, qu'il aurait coupé brutalement la route pour se rendre sur le trottoir d'en face en faisant une sorte de petit bond sur le trottoir. Et finalement, elle reviendra sur ses propos auprès d'Agnès en expliquant que c'est pas vraiment là finalement à ce niveau-là qu'elle a vu Pierre, c'était un peu plus bas. Donc c'est vrai que c'est pas très précis et c'est assez étrange. Bon, est-ce que c'est pertinent? On ne le sait pas, peut-être avec les autres éléments que je vais vous apporter plus tard. Je me trouve exactement dans le même endroit où mon fils Pierre il était vu la dernière fois, 20 novembre 2017 à 11h20 exactement. Mais à l'époque, il avait beaucoup plus d'arbustes qui cachaient totalement la vue. La vue, ça veut dire si quelqu'un sortait de la parking, comme ici comme vous voyez, je me le trouve, vous voyez, c'est la parking de la gendarmerie. Il était vu la dernière fois par les gendarmes. C'est même acté dans le dossier. Et en réalité, c'est eux qu'ils ont vu la dernière fois, ont vu mon fils la dernière fois, malgré plusieurs appels à témoins. La trace s'arrête là, à 11h20.
Donc il est environ 15 h ce lundi 20 novembre 2017. Agnès appelle son conjoint André, qui va lui expliquer que Pierre n'est pas rentré à la maison. Ça l'inquiète un peu parce qu'il essaye de l'appeler, il ne répond pas au téléphone et il ne donne pas de nouvelles. Donc lui, tout de suite, comme c'est pas du tout dans les habitudes de Pierre, il va prévenir les gendarmes de Saint-Hilaire. Il va faire une description physique de son fils, décrire ses vêtements, son vélo, son sac à dos et va leur donner des informations qui pourraient potentiellement aider les gendarmes dans leur recherche. Si par exemple Pierre s'est perdu ou est désorienté, on peut le reconnaître assez facilement. Il explique qu'il a une maladie génétique qui fait qu'il a un trouble aphasique, donc des difficultés à s'exprimer, même si c'est vrai que ça s'améliorait de plus en plus à ce niveau-là. À ce moment précis, le père de Pierre, André, va expliquer qu'il a probablement disparu entre le garage et leur domicile familial, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, comme je vous l'expliquais, il n'était pas au courant que son fils était allé acheter le collier et la laisse parce que c'était censé être une surprise. Donc les gendarmes vont envoyer des voitures pour partir à la recherche de Pierre. À côté de ça, évidemment, Agnès s'inquiète énormément. Elle aussi, elle n'a pas de nouvelles de son fils, elle essaye de l'appeler. Le portable semble éteint et elle a comme un mauvais pressentiment. Donc elle va effectuer le trajet que son fils était censé effectuer en voiture. Elle va faire tout le tour de la commune. Puis à un moment, elle va arriver au niveau d'un pont. Le pont du Moulin a viré vers 16h38. À ce niveau-là, elle va observer pas mal d'agitation inhabituelle en dessous de ce pont où il n'y a rien. Et elle remarque qu'il y a pas mal de gendarmes. Donc elle va se garer sur le côté du pont. Elle va observer plusieurs choses. Elle voit qu'il y a une sorte de petite camionnette de gendarmerie type 9 places avec un grand coffre. Je vous montre un peu comment elle est garée. En gros, il est impossible de passer avec une voiture en dessous le pont, donc on est persuadé et sûr que la camionnette s'est garée en marche arrière. Le coffre vers le dessous du pont. Je vous donne plein d'informations précises, vous allez voir par la suite pourquoi je vous dis tout ça. Agnès s'aperçoit qu'il n'y a pas de médecin ou de SAMU ou de pompiers présents sur les lieux, seulement des gendarmes, donc tout de suite, elle se dit, bon, s'il s'agit de Pierre, ça doit pas être très grave. Donc je descends, je vais aller voir, quoi, c'est normal, elle s'inquiète. Donc elle descend pour voir ce qui se passe et très vite, elle est arrêtée par un gendarme qui lui demande ce qu'elle va faire et qui l'empêche d'aller plus loin. Elle explique qu'elle pense qu'il s'agit de son fils et à ce moment-là, elle va entendre quelqu'un lui dire « Ah, c'est la mère ». Lui, le gendarme qui bloque la mère, va repousser de manière assez violente, selon ce que m'a raconté Agnès, cette dernière pour qu'elle remonte et qu'elle n'aille pas sous le pont. Elle va me dire qu'il la prend de manière assez brusque, qu'en plus de lui prendre le bras, plusieurs fois elle va lui demander de la lâcher, mais il ne le fera pas. Elle raconte qu'avec son bras, il commence à la prendre comme ça, en clé, et il commence à serrer. Et donc elle se débat, et pour se dégager, elle va mordre le gendarme au bras, elle va le mordre à sang pour se dégager, ce qu'elle arrive à faire finalement. Et elle est contrainte à ce moment-là de retourner dans son véhicule, donc elle ne sait toujours pas ce qui se passe. Elle va se saisir de son téléphone dans son véhicule et elle va être interpellée par des gendarmes qui lui disent de n'appeler personne. Tout de suite, la question qu'on se pose ici, c'est pourquoi le gendarme l'empêche de descendre, d'avoir accès en dessous le pont. On pense tout de suite que c'était pour éviter qu'elle voie une scène choquante. C'est tout à fait possible, mais alors à ce moment-là, pourquoi personne ne lui dit de qui il s'agit, s'il s'agit de son fils ou non, qu'est-ce qui se passe, est-ce que son fils va bien ou pas? Elle est vraiment laissée dans l'incompréhension totale pendant presque une demi-heure. Vous imaginez à quel point c'est long sans pouvoir voir ce qui se passe. Donc c'est vrai que l'attitude des gendarmes, comme je vous la rapporte ici, elle est questionnable, c'est clair. À 16h45, il y a une nouvelle voiture qui arrive. C'est une voiture de police qui semble être banalisée. Selon ce que me rapporte Agnès, il s'agissait d'une voiture de la marque Renault, une berline marron grise. Dedans, il y avait 3 gendarmes en uniforme qui descendent de cette voiture. Donc 2 hommes et une femme. Ils descendent avec un sac poubelle noir qui semble vide à ce moment-là. Ils restent une dizaine de minutes sous le pont, puis remontent avec un sac poubelle qui semble bien plus plein. On ne saura jamais ce qu'il y avait dans ce sac poubelle. C'est quand même assez fou par rapport à ce que je vais vous raconter encore une fois par la suite. Pendant ce temps, Agnès, elle est toujours garée sur le côté du pont, elle ne sait toujours pas ce qui se passe, elle n'a aucune visibilité. Le SAMU arrive enfin, il me semble qu'il est plus de 17h, 17h15, donc ça fait quand même un bon moment après qu'Agnès soit arrivée.
et donc encore plus longtemps après que les gendarmes soient arrivés sur place. Là, elle se dit, s'il s'agit de mon fils, il va être soigné. Il s'agissait bien de son fils. Malheureusement, à ce moment-là, Pierre était déjà mort. En effet, un des secouristes qui est arrivé va vite remonter vers elle et lui présenter ses condoléances pour son fils. Là, elle est enfin autorisée donc à le voir, à descendre. Et elle va voir une scène qui va la hanter toute sa vie. Encore aujourd'hui, elle m'en parle. Son fils allongé par terre au milieu des détritus. Il a encore son casque de vélo sur la tête. Et à côté, elle voit une laisse pour chien. Donc très certainement, c'est sûr, même la laisse qu'il venait d'acheter. Agnès prend cette laisse dans ses mains, elle la plie. Puis elle va vers son fils. Elle va enlever le casque de son fils, puis elle va le prendre dans ses bras. Elle observe à ce moment-là une marque rosée sur le cou. Cette marque, elle est à ce niveau-là. Elle est assez basse en fait, proche de la clavicule, on va dire, et pas du tout au-dessous du menton ici. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. C'est une trace qu'elle m'explique être d'une largeur d'un câble. Alors je ne vais pas vous mettre les photos ici parce qu'elles sont quand même assez explicites, mais je vous laisse imaginer. Donc, les gendarmes vont lui expliquer qu'ils ont retrouvé son fils au bout de la laisse, pendu. Il aurait été retrouvé avec le collier qu'il venait d'acheter, donc autour de son cou, qui est relié à la laisse qu'il venait également d'acheter, et il aurait mis fin à ses jours de cette manière, selon les gendarmes, par pendaison incomplète. Alors, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types de pendaison et que on pouvait mettre fin à ses jours comme ça. En fait, je n'y avais jamais vraiment pensé. Donc il y a effectivement la pendaison la plus connue qui est la pendaison complète, où les pieds ne touchent pas le sol. Et l'incomplète, elle se traduit par une partie du corps qui touche le sol, ou même presque tout le corps. Les gendarmes vont expliquer à Agnès qu'ils l'ont retrouvée en position assise et que la laisse était accrochée en dessous du pont à l'aide d'un boulon. Donc je vous montre le boulon ici, je vous montre également des photos prises par les gendarmes sur la scène. Évidemment, je vous montre pas Pierre, mais c'est pour que vous compreniez bien la scène, qui est quand même assez étrange et pas commune du tout. Le monde s'écroule sous les pieds d'Agnès et de sa famille. Évidemment, le chagrin est intense, vous imaginez bien. Mais au fur et à mesure que le temps passe, plusieurs détails et éléments vont faire grandir des doutes sur le déroulé exact des faits. Est-ce que Pierre a mis fin à ses jours, comme l'ont rapporté les gendarmes? La famille en doute dès le départ. Pourtant, le médecin urgentiste qui a examiné le corps sur place directement de Pierre avait attribué le décès à une pendaison, je cite, ne relevant aucune trace ou stigmate de violence physique. Donc, le corps de Pierre a été amené dès le lendemain à la morgue et il sera inhumé après une veillée funèbre sans qu'aucune autopsie n'ait été réalisée, seulement quelques jours après le constat du décès de Pierre. Alors qu'est-ce qui fait douter la famille à ce point? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous en parle alors que ça s'est passé en 2017? Vous allez voir, je vais vous décrire ici tous les éléments qui ont été relevés par Agnès et qui font qu'effectivement la mort de Pierre semble plus que suspecte. Déjà dans un premier temps, je vous avais dit que Pierre avait son sac à dos bien rempli et que sur lui il avait son ordinateur portable. Agnès va remarquer tout de suite, c'est assez flagrant, que pas mal d'affaires de son fils ont disparu, donc notamment son ordinateur, mais également des câbles. Son ordinateur que, je vous rappelle, il avait prévu de vendre. Cet ordinateur n'a jamais été retrouvé. Comme toutes les affaires sur lui et dans ses poches. Donc est-ce que les gendarmes ont récupéré toutes les affaires dans ce fameux sac poubelle noir que Agnès a vu le jour du décès de son fils? Cette dernière s'est en effet posé la question et donc c'est naturellement qu'elle va poser la question à une gendarme de la gendarmerie de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Et la gendarme semble lui répondre sur un ton défensif en lui expliquant qu'elle n'avait touché à rien ou que personne n'avait touché à rien concernant les affaires de Pierre. Donc aujourd'hui on ne sait toujours pas où sont ces fameuses affaires. Seuls ces deux téléphones ont été retrouvés sur lui et aussi 2-3 affaires qui traînaient au fond du sac, c'est-à-dire le goûter de Pierre, une petite cuillère, donc rien de pertinent. Bon, par contre ces téléphones, donc le téléphone personnel, l'iPhone et le téléphone de travail ont été retrouvés et il y a quelques petites informations sur des données téléphoniques qui ont pu être recensées, notamment grâce à l'application Santé de Pierre. Donc le dernier mouvement de cette application Santé a été enregistré à 11h24, donc soit 4 minutes après que Pierre ait été aperçu
par les gendarmes devant la gendarmerie, ce qui semble assez étrange puisque à 11h24, normalement, il n'aurait pas eu le temps d'aller jusqu'au pont. J'ai regardé effectivement sur internet, sur Google Maps, en vélo, on est à une dizaine de minutes entre la gendarmerie et le pont. Donc 11h24, c'est vrai que ça ne colle pas. Son téléphone arrête tous les mouvements, les marches à pied, les vélos, tout ça, à 11h04 à peine. Impossible de se trouver à pont, sous les ponts. Et bon, évidemment, la manière de Pierre de mettre fin à ses jours, s'il a mis fin à ses jours, interpelle énormément, ainsi que d'autres éléments qui pour moi sont les plus troublants dans cette affaire. Tout d'abord, cette fameuse pendaison incomplète. Agnès a montré des photos à des professionnels, donc des photos de Pierre post-mortem. La marque qu'il a au cou interpelle par sa position et sa largeur, qui ressemble en effet à celle d'un câble, comme je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit aussi que dans les affaires de Pierre, on n'avait pas retrouvé le câble d'ordinateur. Donc c'est en effet troublant. Et elle a consulté des experts qui, eux, n'excluent pas, avec la trace observée, que Pierre ait pu être victime d'une strangulation. Donc strangulation veut dire l'intervention d'une tierce personne. De plus, ce type de pendaison interpelle en effet. C'est une pendaison en position assise qui, en plus de donner une mort lente, elle donne une mort douloureuse. Donc, pour rappel, là où Pierre aurait accroché le bout de la laisse, c'est-à-dire sur un gros boulon en haut d'un des piliers du pont, la manière dont la laisse aurait été attachée interpelle également. En effet, si Pierre avait voulu mettre fin à ses jours de cette manière, on pense qu'il aurait sans doute gesticulé, un peu bougé, et la corde n'aurait très certainement pas tenu et se serait détaché. Parce que c'est vrai que quand on fait le test, comme je vous montre là en photo, c'est facile de détacher, il n'y a pas vraiment de nœud fait, donc on peut vraiment, à peine en le soulevant, détacher la laisse. Bon, là-dessus, j'essaye d'être objective, je vais émettre un petit doute, je me le permets. On peut imaginer que si Pierre avait voulu mettre fin à ses jours, il aurait tiré vers l'avant avec cette laisse, et donc il y aurait une traction en avant, une pression au niveau du boulon, et à ce moment-là, c'est vrai que la laisse ne pouvait pas être détachée avec cette pression sur le boulon, assez facilement en tout cas. Par contre, il y a quelque chose qui interpelle, c'est, vous savez, le nœud que Pierre aurait dû faire pour attacher la laisse au collier. C'est un nœud assez complexe. Je vous disais qu'il n'arrivait même pas à faire ses lacets seul, en tout cas qu'il n'arrivait pas à bien le faire. Alors comment il aurait pu réaliser un nœud complexe seul? C'est avec toutes ces petites interrogations un peu étranges et pertinentes quand même qu'Agnès va décider de réaliser ses propres essais. Elle va acheter exactement le même collier et la même laisse. Elle va tenter de reproduire avec l'aide d'un ami le contexte du décès de son fils. Son ami est de la même taille, voire même plus grand que Pierre, et il va prendre part à cette reconstitution, et à son grand étonnement, il apparaît que la laisse est trop petite pour que cela ait pu se passer de la manière dont il lui a été indiqué. Donc je vous montre les photos de la reconstitution. Comparée à celle prise le jour du décès de Pierre, la différence est quand même assez stupéfiante. À noter que la laisse n'est pas extensible ni rétractable. Agnès a donc réalisé des mesures pour essayer de comprendre, rien n'y fait, quelque chose ne colle pas. Pour que Pierre ait pu se retrouver dans cette position, il aurait dû faire soit plus de 2 mètres de hauteur, soit la laisse aurait dû être bien plus longue. Or, lui, il ne fait pas plus que 1,75 m. Donc, en regardant de plus près les photos de la gendarmerie qui sont assez sombres, Agnès va observer une différence que, je vous avoue, je n'ai pas observée à mon niveau, pour être honnête, au bout de la laisse, accrochée à ce boulon. Est-ce que la laisse aurait été reliée par une extension ramenée par une tierce personne, qui aurait pu donc la rendre plus longue et qui aurait pu rendre possible la découverte expliquée par les gendarmes? Autre petite bizarrerie concernant cette laisse, les gendarmes expliquent qu'il était trop dur d'enlever la laisse du boulon pour dégager le corps de Pierre et l'allonger et le mettre dans la position dans laquelle Agnès a vu son fils allongé sur le sol. Ça paraît assez étrange puisqu'Agnès a réalisé des essais et qu'il était en fait très simple de soulever cette fameuse corde du boulon. Donc on se demande mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu couper cette corde? Et le père de Pierre va relever un point très pertinent, je trouve, l'endroit où la corde a été coupée par les gendarmes. Il y a deux opposés sur la corde, donc l'endroit proche du boulon en hauteur
où il faut monter sur une estrade que je vous montre en photo pour y accéder. Et donc là où il y avait le corps de Pierre, la corde au niveau du cou, donc par terre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus instinctif de venir couper une corde au niveau du cou, puisqu'il n'y avait pas besoin de monter sur une estrade et de se mettre en hauteur, ce qui est beaucoup plus complexe, on va dire, à réaliser. Donc c'est vrai qu'il aurait été plus simple de couper la corde à ce niveau-là plutôt que en hauteur. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, c'est juste un point que je trouve intéressant à relever. Là, on va parler maintenant du vélo de Pierre. Donc, Pierre avait un vélo Décathlon neuf qu'il avait eu peu de temps avant son décès. Et ce vélo paraissait avoir des traces d'usure qui n'avaient pas été vues auparavant par la famille. C'est vrai qu'il paraissait abîmé sur certains points, mais surtout, il manque un garde-boue et un porte-bagages qui aurait été vide au moment du départ, comme l'exprime quelqu'un qui travaillait dans le garage du père de Pierre à ce moment-là et qui a laissé son témoignage dans un courrier que je vous mets à l'écran. Donc ça coïncide les dires des parents que ce vélo avait un garde-boue et un porte-bagages parce que ça a été observé par la personne qui travaillait à ce moment-là au garage du père de Pierre. Un autre fait troublant qui a été rapporté par Agnès, c'est au moment des faits, donc les gendarmes vont appeler le maire de la commune pour qu'il puisse constater sur place le décès de Pierre, constater le suicide. Il va rapporter plus tard à Agnès, la mère de Pierre, que les pieds de Pierre ne touchaient pas le sol. Elle était vraiment choquée parce qu'il est formel, quand il y est allé, les pieds de Pierre ne touchaient pas le sol. Donc c'est une pendaison pour lui complète. Mais alors qu'est-ce que cela voudrait dire? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence comme ça entre la version des gendarmes et la version du maire? Je vous en parlerai un peu plus en détail dans la partie hypothèse. Bon, donc Agnès, avec tous ces éléments très troublants, elle veut connaître la vérité, elle veut connaître tous les détails de cette affaire, car elle sent que la vérité lui est dissimulée. D'ailleurs, elle va observer quelque chose d'intéressant sur le certificat de décès de Pierre, rempli le jour même du décès de ce dernier par le médecin urgentiste du centre hospitalier de Saint-Hilaire du Harcouët. Elle va observer que la case obstacle médico-légal a été cochée. Donc je suis allée faire quelques recherches. Donc si cette case est cochée, cela veut dire que le médecin signale à l'autorité judiciaire que le décès justifie, selon lui, son concours afin d'en préciser les circonstances. L'obstacle médico-légal est encadré par un article de loi, l'article 74 du Code de procédure pénale. Donc si obstacle médico-légal il y a, le corps est alors à la disposition de la justice. Donc, il semble que cet obstacle ait été levé, puisque dès le lendemain, le corps de Pierre a été transporté aux pompes funèbres. Et le personnel des pompes funèbres va trouver ça un peu étrange, puisque normalement, quand un corps arrive chez eux, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle médico-légal. Mais eux, ils vont voir qu'il y a un obstacle médico-légal. Donc, ils vont appeler les autorités, et les autorités vont dire « Non, on lève l'obstacle médico-légal. Attendez juste que le procureur vous délivre la levée d'obstacle. » Ça paraît assez étrange aux yeux d'Agnès, parce que normalement, tant que la levée n'a pas été délivrée par le procureur, le corps n'aurait pas dû être amené aux pompes funèbres. Sur les papiers, les dates auraient été un petit peu magouillées, les horaires un petit peu changés pour que ça rentre un peu dans la procédure. Alors, est-ce que c'est une simple erreur des gendarmes et ce sont des raccourcis qui ont été pris par les autorités, ou est-ce que cela cache quelque chose d'autre? En tout cas, c'est clair qu'on se pose des questions, parce qu'en plus de ça, Agnès va se rappeler de quelque chose d'assez troublant. Elle se rappelle qu'après que le médecin lui a annoncé le décès de son fils, alors qu'elle était encore dans la voiture en train d'attendre, et qu'à ce moment-là, elle est enfin descendue pour voir le corps de son fils, il portait encore son casque. Donc elle se demande si toutes les vérifications ont été faites avant de conclure à un suicide. Parce que pourquoi est-ce que le médecin n'a pas retiré le casque de Pierre? Est-ce que toutes les dispositions avaient été prises pour attester que le décès était dû à un suicide? Elle entend ensuite, et elle remarque que plusieurs personnes étaient persuadées que Pierre était schizophrène, dépressif et trisomique. Donc, même le corps médical avait ces informations et les avait prises comme argent comptant. Or, c'était complètement faux. Pierre n'était rien de tout cela. Donc, on pense que des déductions ont été faites au moment où le père de Pierre a déclaré la disparition de son fils à la gendarmerie, quand il a expliqué qu'il avait une maladie génétique. Donc est-ce que cette transmission de fausses informations a été à l'origine de mauvaises déductions et d'une prise en charge bâclée? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est donc légitimement qu'Agnès se pose toutes ces questions.
au vu de ce qu'elle a pu observer. Donc là, je vais faire une liste non exhaustive des questions qu'Agnès se pose encore aujourd'hui. Je vais pas vous faire la liste complète parce que sinon je pense qu'il y en aurait pour 2 heures de vidéo. Première question, où sont les affaires de son fils ? Où est son ordinateur qu'il avait prévu de vendre? Pourquoi manque-t-il des pièces au vélo? Pourquoi les versions sur la découverte du corps de son fils semblent différer selon les intervenants? Pourquoi aucune autopsie n'a été réalisée? Pourquoi ces essais, les essais d'Agnès, avec le rachat de la même laisse et du même collier, ne coïncident pas à la version officielle et ces essais ne sont pas concluants? Pourquoi est-ce qu'aucune trace de pendaison post-mortem n'a pu être observée sur le cou de Pierre au moment de la veillée funèbre par plusieurs personnes qui en attestent par écrit? Donc il n'y avait rien pour cacher le cou, j'ai pu voir les photos. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de traces. Il a été attesté par écrit par une personne des pompes funèbres qui se sont occupées du corps de Pierre que le maquillage prodigué au défunt ne peut cacher les traces de pendaison. C'est quand même assez étrange. Donc la pendaison, pour rappel, c'est un acte violent qui laisse une trace imprimée sur la peau après la mort en forme d'hématome sous la peau, donc la peau devient presque noire. Avant la fermeture du cercueil, normalement, on le voit, et que ce soit pour des pendaisons complètes ou incomplètes. Donc s'il n'y a pas de marque visible, c'est qu'il aurait été pendu après sa mort, puisque le cœur s'arrête et donc le sang ne circule plus. Par contre, il y avait cette fameuse trace rosée qui avait été observée par la mère le jour où son fils est décédé, et cette trace a disparu par la suite. Et enfin, pourquoi est-ce qu'au funérarium ont pu être observés sur le corps de Pierre des ecchymoses et des égratignures? Agnès va être hantée par toutes ces questions qui la hantent encore aujourd'hui, et bien d'autres encore, comme je vous le disais, et donc elle va faire attention à tous les détails. Elle va même aller des fois trop dans le détail, elle va se perdre, et certains détails vont manquer de pertinence des fois, mais il faut se mettre à sa place parce que personne ne lui apporte ses réponses, et surtout pas la justice. Sous la pression de la famille, une enquête préliminaire pour meurtre va être ouverte le 15 janvier 2018 par un juge d'instruction et va être menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Hilaire du Harcouët. Plusieurs personnes vont être entendues. Agnès, qui a porté plainte contre X pour meurtre et qui s'est portée partie civile, réclame à côté de ça l'autopsie du corps de son fils. Pour se faire entendre, elle va réaliser des marches blanches, elle va placarder des affiches, elle va lancer des appels à témoins, elle va même menacer de réaliser une grève de la faim. Et tout ça, ça va payer, puisque le lundi 20 mai 2019, le corps de Pierre va être exhumé et il va être envoyé à l'Institut médico-légal pour que soit réalisée une autopsie. Donc c'est quand même 18 mois après sa mort. Les résultats de l'autopsie sont vraiment attendus, mais ça va rien donner. Il sera indiqué par les médecins légistes dans le rapport, je cite, « L'absence de lésions traumatiques musculaires au niveau du cou s'expliquait par l'état dégradé du corps au moment de l'analyse ». Donc Agnès va pouvoir récupérer sur un CD la copie de la procédure du dossier d'instruction seulement en novembre 2022 et elle observera d'ailleurs que le dossier est presque vide et que les dernières mises à jour datent de juillet 2019, donc peu après le résultat de l'autopsie réalisée. Et donc d'ailleurs, elle verra que ce rapport d'autopsie est vraiment succinct, qui fait une demi-page. Et dans ce rapport, il est indiqué l'existence de 10 CD de radio et 4 CD d'IRM. Pour autant, elle n'a jamais pu avoir accès à ces enregistrements, à ces CD. Donc, ils ne sont pas retrouvés dans le dossier. Il y a eu des analyses assez succinctes réalisées sur la laisse qui aurait été utilisée pour la pendaison de Pierre. Donc dessus, apparemment, seulement une demi-empreinte va être retrouvée. On ne va pas identifier à qui appartenait cette demi-empreinte. C'est assez fou parce qu'on sait que cette laisse a été manipulée par plusieurs personnes, donc que ce soit le personnel à l'intérieur du magasin où Pierre a acheté la laisse, donc le jour du décès, par les gendarmes également, par Pierre évidemment, ou encore par la mère de Pierre, qui la manipule également sous le pont. Finalement, la justice va conclure à un non-lieu en 2021. Donc selon elle, Pierre s'est donné la mort. Pierre s'est bien donné la mort. Il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers. Évidemment, la mère de Pierre, par l'intermédiaire de son avocate de l'époque, va faire appel de cette décision. Malheureusement, en 2022, ce non-lieu sera confirmé. Donc, au grand désespoir des proches de Pierre, la justice va considérer qu'une reprise des investigations mènerait aux mêmes conclusions,
à savoir que Pierre a mis fin à ses jours. Pourtant, Agnès va m'expliquer que beaucoup de demandes d'actes qui avaient été faites au juge d'instruction en 2018, donc au tout début de l'enquête, n'avaient pas été réalisées. 22 demandes avaient été faites, 20 avaient été acceptées, seulement le tiers a été réalisé. Et dans ces demandes d'actes, il y a la fameuse reconstitution des faits, pour essayer de comprendre comment les choses ont pu se passer, qui n'a jamais été réalisée, ce que déplore la dernière avocate de la famille Guéprat. Cette avocate, Maître Baba, explique dans la Gazette de la Manche en septembre 2022, donc je cite, que l'enquête a été bâclée car rien n'a été exploité. La scène de crime a été souillée. Les gendarmes ont restitué toutes les affaires aux parents sans chercher une trace ou un indice. C'est une faute, ils n'ont pris aucune précaution. Ces fameuses fautes des gendarmes ont bien été reconnues par l'avocat général lors de l'audience en cour d'appel, mais l'avocat général va expliquer qu'il faut faire avec maintenant, que la famille doit faire avec. La famille a donc fait savoir, après que la cour d'appel ait refusé la réouverture du dossier, qu'elle allait se pourvoir en cassation. Vous savez, la cassation, c'est pour casser un jugement. Donc malheureusement, la cour de cassation a assez récemment, je crois en 2023, rejeté ce fameux pourvoi. Et donc à ce jour, la plainte contre X pour meurtre est définitivement clôturée. Mais vous allez voir, ce n'est pas terminé. Agnès a perdu énormément dans ce combat, vous pouvez vous en douter, sa santé mentale, sa santé physique. Aujourd'hui, elle se déplace en chaise roulante. Elle ne vit plus que pour rendre justice à son fils. C'est vraiment triste. Pour couronner le tout, elle connaît, elle et sa famille, des actes de malveillance innommables. Je le dis bien innommables et incompréhensibles. En effet, la tombe de son fils a été profanée à plusieurs reprises, plusieurs fois par an. Donc ces profanations abjectes se sont déroulées dès 2019, juste avant l'exhumation du corps de Pierre pour autopsie. À ce moment-là, il faut même le dire, la tombe du grand-père de Pierre, qui avait été inhumée début d'été 2019, a elle aussi été profanée. Il y a eu donc du vol, de la casse, et cela s'est déroulé, comme je le disais à plusieurs reprises, jusque cette année en mars 2024. Diverses profanations ont lieu également sous le pont où le corps de Pierre a été retrouvé. Il y a une fresque qui a été réalisée en hommage à Pierre et à d'autres victimes d'injustice, mais ce n'est pas tout. Il y a plusieurs tentatives d'intimidation qui sont à prendre en compte pour moi, donc notamment des tirs de carabine sur la voiture d'Agnès, mais je crois aussi sur sa maison, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle m'a envoyé des photos qui montrent comme des impacts de balles. Les tirs de carabine, c'est en 2022 que ça a eu lieu sur la voiture d'Agnès. Et on peut également citer des appels anonymes malveillants qui auraient été reçus par Léa, la sœur de Pierre, dès le jour de la découverte du corps de Pierre, donc dès sa mort, soit le 20 novembre 2017, et ce jusqu'au 23 décembre 2017. Ce sont des faits qui ont été constatés par les gendarmes, mais qu'ils ont jugés sans lien avec le décès de Pierre. Pour la famille, au contraire, je vais citer, ça pourrait être des tentatives d'intimidation pour faire renoncer les proches de Pierre dans leur quête de vérité. En 2023, ça continue. Agnès a retrouvé une corde attachée au pont du Viré, là où son fils a été retrouvé mort, laissant penser à une nouvelle mise en scène de provocation. Je vous montre les photos. Plusieurs plaintes concernant ces divers actes de malveillance ont été déposées à la gendarmerie, sans pour autant qu'elles n'aboutissent. Mais ce n'est pas tout. Alors là, on a l'impression qu'on est limite dans un film, car dès 2021, Agnès va recevoir des textos anonymes. Elle a le numéro, elle a essayé de le rappeler, mais ça répondait pas. Et on pense que ça a été envoyé avec une puce qui n'a jamais été réutilisée ensuite. Donc c'est des textos d'une personne qui la met en garde sur plusieurs choses. Puis une première lettre anonyme, dont une copie a été envoyée au procureur de la République, demande à ce que l'enquête soit réouverte car elle a été malmenée et que les coupables sont encore dehors. J'ai cette lettre, je vous la montre ici, mais très récemment, en 2024, une deuxième lettre anonyme est reçue par Agnès. Cette fois-ci, c'est très précis et ça dénonce 3 gendarmes. Donc il y a les noms et prénoms des 3 gendarmes qu'évidemment je ne vous donne pas puisque c'est une lettre anonyme, une sorte de corbeau et qu'il faut quand même prendre avec précaution ce qui est dit dedans. Cette personne, ce corbeau, dit être de la maison, donc connaître les gendarmes, et il explique qu'il serait, ces 3 gendarmes, impliqués dans un accident avec un vélo le jour du décès de Pierre. Je vais vous lire cette lettre, je pense que c'est important. Agnès, j'ai eu vent de votre agression à votre domicile le 1er mars, encore une fois de plus, afin de vous intimider. Ils ont encore saccagé la tombe de votre enfant. Vous êtes en insécurité, faites attention à vous.
Le 20 novembre 2017, le gendarme X de votre canton a été arrêté pour un délit avec une de ses collègues, Madame Y et Monsieur Z. Il aurait d'après lui percuté le vélo fin de la matinée vers 11h30 devant la gendarmerie. Ils l'ont libéré en échange de son silence. Le procureur n'a pas donné suite car ils n'ont eu aucune information. Pierre a été déplacé sous le pont et ils n'ont pas porté secours pour ne pas qu'il parle. Vous avez mon soutien pour trouver des preuves afin que justice soit faite pour Pierre et que l'uniforme ne soit pas sali. La sécurité des citoyens doit être maintenue, pas avec eux. Courage à vous, madame. Donc, cette personne va clairement dénoncer des faits très graves sur la potentielle implication des 3 gendarmes cités dans la mort de Pierre. Donc, quelles sont aujourd'hui les possibilités, enfin les scénarios qu'on peut envisager pour cette mort très suspecte ? C'est très difficile parce que j'ai l'impression qu'il manque des pièces du puzzle. Mais je vais essayer de remettre un peu tout ça en ordre. Il faut quand même rappeler que la justice a tranché sur un suicide. Tous les éléments mis en lumière par Agnès et les derniers éléments rapportés par le corbeau, s'ils sont vrais, nous font penser donc à plusieurs scénarios. Donc il y a le scénario apporté par le corbeau, le rédacteur des lettres anonymes, qui incrimine directement 3 gendarmes proches du dossier. Donc, ce scénario explique qu'ils auraient percuté Pierre en vélo et qu'ils auraient donc par la suite voulu maquiller l'homicide en suicide pour éviter des représailles. On peut se faire donc des réflexions en se basant sur cette laisse. Alors pour le moment, ça reste des réflexions puisqu'aucun élément ne vient apporter de lien concret entre la mort de Pierre et cette lettre. Ces réflexions, première réflexion, le véhicule de 9 places de la gendarmerie garé en marche arrière. Est-ce qu'il aurait été placé là pour débarquer par exemple un vélo, parce que c'est vrai qu'il avait assez de place pour transporter un vélo. Donc les traces d'usure du vélo, inhabituelles, est-ce qu'elles ont été réalisées après une collision avec un véhicule? Ça c'est une autre réflexion qu'on peut se poser. Où sont passés le garde-boue et le porte-bagages? Est-ce qu'ils ont été abîmés et décrochés lors d'une collision? Le maire qui aurait vu Pierre avec les pieds qui ne touchaient pas le sol, est-ce que le corps aurait été bougé après la venue du maire? Pourquoi? On ne sait pas, mais peut-être pour rendre plus crédible la thèse du suicide. Que contenait le sac poubelle noir tenu par les gendarmes arrivés en voiture banalisée et observé par Agnès? Est-ce que ce sont les affaires de Pierre qui étaient dans ce sac? Ça a été d'ailleurs sous-entendu dans l'enregistrement de l'appel d'un gendarme sur place au moment des faits au 15, je vais le citer, on va se débrouiller et tout mettre dans un sac. Ça paraît très logique, mais pourquoi ces affaires n'ont jamais été retrouvées? Dans quel but se débarrasser des affaires de Pierre, de son ordinateur, de ses clés USB, de tout ça? Pourquoi? Est-ce que la laisse a été rallongée pour rendre possible la position de la pendaison incomplète? Même si aucune lésion mortelle externe n'a pu être observée, on peut se poser la question s'il aurait pu être détecté des lésions internes mortelles causées par une possible collision avec une voiture, notamment à la tête, si une autopsie rapide avait été réalisée. Pour moi, toutes ces questions sont légitimes, l'hypothèse est entendable, mais il y a des éléments qui n'expliquent pas cette seule hypothèse amenée par le corbeau. Il peut manquer, pour moi il manque des pièces au puzzle, comme je vous le disais, c'est pour ça qu'on peut imaginer l'implication d'une autre personne en dehors de tout ça. Je dis ça parce que Agnès m'a expliqué que Pierre avait des connaissances et des connaissances qui avaient des problèmes, on va dire, avec des substances illicites, et ils avaient déjà abusé de la gentillesse de Pierre, notamment en utilisant sa carte bancaire à son insu, en lui volant de l'argent qui n'ont toujours pas remboursé. Vu que Pierre était gentil et naïf, on peut penser à ça. Et notamment, je pense à un scénario où Pierre avait donné rendez-vous, où on avait donné rendez-vous à Pierre, à ce niveau-là, sous le pont, ou ailleurs d'ailleurs, pour qu'il puisse vendre son ordinateur. Et la rencontre aurait pu mal tourner, notamment pour des questions d'argent. Il aurait pu avoir une, voire plusieurs personnes pour maîtriser Pierre, même si, on le rappelle, il a une force physique amoindrie, donc une seule personne aurait suffi. Il aurait pu malheureusement se faire étrangler par un câble, ce qui expliquerait donc cette fameuse trace. Et ensuite, le meurtre aurait pu être maquillé en suicide, mais c'est vrai que s'il s'agissait seulement d'un crime crapuleux, pourquoi est-ce que au moins l'iPhone n'a pas été volé? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il voulait vendre un ordinateur qu'il avait probablement dans son sac à dos et qui n'a pas été retrouvé. Peut-être il avait mis une annonce quelque part, il a peut-être eu un rendez-vous pour vendre cet ordinateur et tombé sur quelqu'un qui
voulait l'ordinateur mais qui ne voulait pas le payer, ou une mauvaise rencontre fortuite, c'était un endroit isolé. Je pense qu'on a pas mal d'éléments pour connaître la vérité et qu'il nous manque des témoignages ou des éléments concrets qui puissent nous apporter des réponses, et surtout des réponses à la famille qui reste vraiment anéantie depuis maintenant 7 ans, près de 7 ans, pour qu'on puisse comprendre ce qui est arrivé à Pierre ce lundi 20 novembre 2017. Mais ce qui est sûr, c'est que la famille ne croit pas au suicide, car plusieurs actes d'enquête qui auraient pu potentiellement apporter des réponses allant vers cette piste ou vers une autre piste, parce que rien n'a été travaillé dans ce sens, n'ont pas été réalisés. Et lorsqu'on met tous les éléments recueillis par la mère bout à bout, additionnés aux lettres du corbeau très suspectes et aux actes malveillants, il est légitime de se poser des questions quant aux circonstances de la mort du jeune homme. Et c'est pas la première fois qu'il y a ce type de soupçon autour d'un meurtre qui aurait été maquillé en suicide en France. Il y a plusieurs exemples qui sont à déplorer, mais là je vais vous citer un exemple qui, vous allez voir, fait tout de suite écho à certains éléments du dossier de Pierre. Donc en 2023, c'est quand même assez récent, un homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire, donc c'est pas rien, après que sa femme ait été retrouvée pendue à son domicile. Elle se serait pendue avec la laisse du chien. Donc là, tout de suite, on peut faire le lien, la ressemblance avec le cas de Pierre. Elle était encore en vie sur le moment, mais elle meurt quelques jours après à l'hôpital. Alors qu'au départ, les gendarmes partent sur l'hypothèse du suicide, il y a plusieurs éléments troublants, notamment mis en lumière grâce à une autopsie. Cette fois-ci, une autopsie avait été réalisée. L'autopsie va révéler que les traces sur le cou de la victime ne correspondent pas à une pendaison, mais plutôt à un étranglement. Une autre comparaison qu'on peut faire avec le cas de Pierre, c'est que le mari avait expliqué que sa compagne était dépressive et suicidaire, alors que l'entourage de la victime réfutait cela complètement. Donc on peut penser pour Pierre à tout ce qui a été raconté et qui était faux autour de sa dépression, autour de sa schizophrénie et du fait qu'il était trisomique. Le mari, en plus de ça, lui, il avait un mobile. Donc le mobile, c'était que sa femme avait un amant. Donc pour le mobile, pour Pierre, on n'est pas sûr, on ne peut que l'imaginer. Notamment peut-être soit pour protéger les métiers des uns, ou peut-être un mobile tout simplement crapuleux. Est-ce qu'un scénario similaire a pu arriver à Pierre et que le manque d'assiduité voulu au nom de la gendarmerie a amené aujourd'hui à la situation à laquelle Agnès et ses proches se trouvent confrontés depuis tant d'années maintenant. Donc aujourd'hui, la mère de Pierre, bien qu'usée émotionnellement et physiquement par tout ça, veut continuer à se battre. C'est pour ça qu'elle a fait appel à moi. Elle a d'ailleurs prévu pas mal de choses, notamment au niveau de la justice, dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, suite à pas mal de nouveaux éléments qu'elle a en sa possession. Elle espère recueillir à travers la médiatisation de nouveaux témoignages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude maintenant, je vous mets en place en commentaire épinglé et dans la description un Google Form complètement anonymisé si vous voulez laisser un témoignage anonyme concernant Pierre qui pourrait amener des éléments concrets pour comprendre ce qui est arrivé à ce jeune homme ce lundi 20 novembre 2017. Ça pourrait énormément aider Agnès dans sa quête de la vérité. Après, malgré plusieurs appels à témoins, il n'y a aucune trace de Pierre après 11h20. Je demande à vous tous, n'ayez pas peur, contactez-moi. Impossible que personne n'ait rien vu parce que c'était un journée lundi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pas, qui marchent à pied. Il y a des nounous, il y a des mamans qui cherchent les enfants à cette heure-ci à l'école. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi que mon fils obtient la justice. Sa mort était maquillée en suicide, mal maquillée. Parce qu'avec une longueur de laisse qui était trouvée et cette position dans laquelle il trouvait, il fallait qu'il mesure au moins 2,40 m. Ce n'était pas le cas à Pierre. Aidez-moi, aidez-moi au maximum. Je suis une maman, parmi tous les autres mamans. Et si je me bats, c'est je me bats pour mon fils et également pour toutes les autres familles qui ne n'arrivent pas. Parce que les assassins sont toujours en liberté. Je m'en veux énormément à la justice, à toutes les forces des ordres, parce que c'était pas un dossier instruction, pas une enquête. C'était plutôt un procès contre moi, contre ma famille, contre mon fils. Je vous en prie.
Mais ne restez pas sans rien faire. Parce que si je fais ça pour Pierre. Mais je fais ça aussi pour vous autres, pour vous tous, qui vous ne pouvez pas vivre. Et je ne voudrais pas que vous vivez la même chose, ni vos proches, ni famille. On n'a rien plus cher au monde que nos enfants. Merci beaucoup. Merci à Marine Beau qui m'a permis de parler, de s'exprimer. Merci à toutes les autres personnes qui sont à mes côtés depuis des années. Et ils savent très bien. Je ne vais pas citer tous les noms. Merci beaucoup. C'était une longue vidéo, très perturbante. J'ai essayé qu'elle soit la plus complète possible, mais il y a tellement d'éléments. Vous savez, 7 ans d'études minutieuses d'Agnès sur le terrain, sur le dossier, fait que je ne peux pas tout rapporter aujourd'hui. J'espère que je vous ai rapporté le maximum de choses pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Ça m'a pas mal perturbée, mais je pense que c'est nécessaire aussi. C'est bien qu'on puisse utiliser nos plateformes YouTube pour faire passer des messages quand les familles se sentent délaissées. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que telle ou telle personne soit impliquée dans le décès suspect de Pierre. C'est pour ça que je mets beaucoup de précautions dans ce que je dis, hein, parce qu'on ne peut pas non plus dire n'importe quoi et accuser n'importe qui sans aucune preuve concrète. Vous me le direz en commentaire, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses troublantes. J'ai pu avoir quand même accès à des informations très précises que je peux pas vous donner ici, parce que on entend des voix, il y a des documents graphiques, mais je peux vous dire qu'on est au moins 2 ici à trouver que ce qui s'est passé paraît très étrange. Voilà, donc je remercie encore Agnès de sa confiance. N'hésitez pas à la soutenir sur sa page Facebook Justice pour Pierre Guéprat. Elle en a besoin. Soutenez sa famille, soutenez-la. N'hésitez pas à la soutenir aussi dans les commentaires de ma vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de disparition. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce nouveau type de vidéo, parce qu'il y en a déjà d'autres de prévus, donc si je peux améliorer ou écoutez vos avis, il n'y a pas de souci là-dessus. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.